Alors que la grogne des automobilistes se fait de plus en plus ressentir, Emmanuel Macron a enfilé son costume de pompier. Pour tenter d'éteindre l'incendie, le chef de l'État a mis en avant 2 mesures, loin de convaincre les réfractaires. C'est une étape cruciale pour Donald Trump. Les Américains sont appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat, un scrutin qui s'est transformé en référendum sur le président et dont les résultats pourraient surprendre. Le président de la République envisage de réformer la loi de séparation de l'Église et de l'État afin de restructurer l'islam en France. Des amendements qui témoignent d'un certain malaise vis-à-vis de la religion musulmane et ses liens avec plusieurs puissances étrangères. Madame, Monsieur, bonsoir. Emmanuel Macron tente de freiner les ardeurs des automobilistes en colère. Alors que la grogne s'intensifie, le chef de l'État a profité de son Tour de France mémoriel pour ouvrir la porte à des modalités d'accompagnement tout en restant évasif sur le sujet. Thibaut Bastide. Emmanuel Macron joue aux pompiers de service alors que le gouvernement peine à éteindre l'incendie suscité par la flambée des prix des carburants. Le président de la République a profité de son itinérance mémorielle pour s'emparer du sujet. Après avoir martelé ces derniers jours que l'envolée des prix à la pompe allait se poursuivre, le locataire de l'Élysée a ouvert la voie à des discussions. Pour autant, Emmanuel Macron a une nouvelle fois mis en place sa politique du « en même temps » en disant assumer pleinement les décisions prises par le gouvernement. Ensuite, est-ce que le gouvernement se trompe quand il fait ça ? Sur le fond de sa politique, il ne se trompe pas. Il va dans la bonne direction. On doit moins taxer le travail, ce qui est le cas. Vous avez vu vos cotisations qui ont baissé sur le travail, et vous allez continuer à avoir ce mouvement. Et on doit davantage taxer ce qui pollue. Moi, je souhaite qu'on bouge un peu. Alors d'abord, il y a des politiques d'accompagnement du gouvernement. Le gouvernement a raison, mais il faut faire bouger les lignes. En partant de ce principe, le chef de l'État a donc proposé des mesures pour les personnes les plus fragiles et les plus contraintes par la voiture. Pour cela, Emmanuel Macron souhaite s'inspirer de ce qu'a mis en place la région Hauts-de-France, à savoir une aide de 20 € mensuels pour ceux qui doivent faire plus de 30 km pour aller travailler, une aide financée par les collectivités locales et par les employeurs. Une proposition bien tiède que les Républicains qui soutiennent l'idée d'un chèque carburant de 100 € n'ont pas manqué de qualifié de démagogique. Quid également des travailleurs indépendants. Si l'exécutif réfléchit à améliorer le barème des frais kilométriques déductibles des revenus imposables, cette réflexion paraît hors de propos, alors que la moitié des foyers fiscaux n'est pas imposable. Autre proposition évoquée, la refonte du chèque énergie. Il faut qu'on regarde là comment améliorer le chèque énergie, parce qu'on ne peut pas laisser des gens, alors que l'hiver commence, dans une situation où leur pouvoir d'achat ne leur permet pas de se chauffer dignement. Donc ça, c'est nouveau. Une proposition pour pallier le manque de pouvoir d'achat, une fausse bonne idée que le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a immédiatement pointé du doigt en le qualifiant de trop technocratique. Ainsi, les propositions faites par le président apparaissent surtout comme des mesures couvre-feu en prévision de la mobilisation du 17 novembre prochain. Assurant se méfier du mouvement, Emmanuel Macron a ainsi fait du Emmanuel Macron dans le texte, à savoir faire des propositions pour calmer les ardeurs des plus réfractaires tout en restant particulièrement évasif, dans l'espoir que le mouvement s'essouffle. Une stratégie qui avait fonctionné au moment de la loi travail et de la réforme ferroviaire. Cependant, cette fois-ci, tous les Français sont concernés par le problème et le chef de l'État pourra difficilement passer entre les mailles de la révolte qui pourrait lui coûter très cher à quelques mois des élections européennes. Donald Trump retient son souffle face à l'importance des élections de mi-mandat. Le président américain n'aura pas ménagé ses efforts pour ne pas céder la majorité de la Chambre aux démocrates. Donald Trump, stop ou encore? Les Américains ont voté toute la journée pour les élections de mi-mandat, un passage obligatoire pour les locataires de la Maison-Blanche. Passage obligatoire, mais également souvent un passage difficile. En effet, les midterms, transformés littéralement en référendum sur le président en place, sont presque toujours hostiles au pouvoir. Avec des résultats serrés et près de 30 duels se jouant à moins d'1 point, les sondages ont toutefois laissé entendre que le camp des démocrates avait 80% de chances de remporter la Chambre, où les 435 sièges seront renouvelés, contrairement au Sénat qui ne changera que 35 de ses 100 sièges, laissant cette fois plus de 80% de chances aux Républicains de garder leur majorité. Dans cette élection, Donald Trump joue gros. Dans le cas d'un revers, poursuivre sa politique deviendrait compliqué. En revanche, s'il parvient à transformer l'essai, il ne pourra qu'en sortir grandi, avec une latitude encore plus vaste pour ses prochaines réformes. Et les démocrates l'ont bien compris. Pour mettre un coup de frein à la frénésie Trump, ils ont tous relevé les manches, à commencer
influencés par les stars, promptes à organiser des concerts pour alerter contre le péril fasciste. Et les démocrates ont également pu compter sur une voix de poids, celle de l'ancien président Barack Obama. This country is on the ballot. Who we are is on the ballot. What kind of politics we expect is on the ballot. How we conduct ourselves in public life is on the ballot. How we treat other people is on the ballot. Et il en faudra des soutiens de poids aux démocrates pour réussir à faire bouger les électeurs. En effet, s'ils comptent sur une féminisation de leur liste avec les 3/4 des candidates dans le camp démocrate, il va également falloir peser face à Trump qui affiche un bilan positif à plusieurs égards. En effet, le chômage a atteint les 3,7% après que plus de 4 millions d'emplois ont été créés depuis le début du mandat. Un bilan qu'Ivanka Trump, la fille du président, n'a pas manqué de rappeler dans le dernier meeting de son père. Le chômage est à son niveau record le plus bas, toutes catégories confondues. C'est clairement le meilleur moment pour être un travailleur américain. Et il ne faut pas que ça s'arrête. Donc sortez et allez voter. L'atout charme de Donald Trump, c'est que la politique nationale est le point fort. Par ailleurs, la posture anti-immigration du président peut constituer un atout à l'heure où des clandestins se dirigent vers les États-Unis. Et si la politique internationale de Donald Trump souffre quant à elle de davantage de critiques, il apparaît que ce point n'est pas celui qui détermine le vote des Américains. Comme pour l'élection présidentielle, plusieurs États auront une importance toute particulière. C'est évidemment le cas de la Floride où Ron DeSantis, un fervent admirateur de Donald Trump, est au coude à coude avec Andrew Gillum, un démocrate afro-américain. Si ce dernier est élu, il sera le premier gouverneur noir aux États-Unis, un événement que les médias n'ont pas manqué de souligner en boucle. Dans le Missouri, la sénatrice Claire McCaskill est quant à elle fragilisée, pourrait s'incliner face au républicain Josh Hawley. Si l'État bascule en faveur du président, qui a tenu un meeting, le Sénat pourrait demeurer sous le contrôle des républicains. Dans d'autres États, les démocrates ont choisi d'investir des candidats avec de fortes identités. C'est le cas, par exemple, du Kansas, où une amérindienne ouvertement lesbienne est candidate avec le slogan « Lutter pour le progrès ». Pas sûr que ça convainque. Emmanuel Macron veut amender la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Après de nombreuses consultations, l'exécutif entend ainsi restructurer l'islam de France. Olivier Frère-Jacques. Amender la loi de 1905, le fameux texte du début du siècle passé instituant la laïcité comme norme dans tout le pays, revient régulièrement sur le devant de la scène médiatique depuis plusieurs années, en cause l'avènement de l'islam comme deuxième religion du pays, dans un contexte de terrorisme islamique préoccupant. Les récents attentats ont mis en lumière le danger émanant de certains lieux de culte sunnites en France sous influence étrangère où l'on enseigne volontiers un islam wahhabite avec les deniers de l'Arabie Saoudite ou encore le salafisme et des thèses politico-religieuses des frères musulmans. Autant de problèmes en germe qui étaient dénoncés par certaines personnalités politiques et associatives depuis plusieurs années, mais qui ne sont finalement remontés jusqu'au sommet de l'État qu'avec les attentats meurtriers de 2015 et 2016 notamment. Le but affiché d'Emmanuel Macron est de prévenir les intégrismes et de réduire l'influence étrangère. Le président parle même de restructurer l'islam de France. Sa position diverge finalement assez peu de celle de ses prédécesseurs sur la question. En leur temps, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande avaient aussi tenté ou en tout cas dit vouloir encadrer l'islam de France, alerté tantôt par la poussée du communautarisme, tantôt par des notes de service des renseignements. La position d'Emmanuel Macron n'est en cela pas en rupture avec les quinquennats précédents. Son positionnement est même très proche de celui de Nicolas Sarkozy et de sa laïcité positive. Nous sommes un pays, vous le savez, où l'État est laïque. Et donc il n'y a en France aucun monothéisme, aucune religion qui soit un problème. Il y a des comportements qui peuvent être des problèmes. Et dans ces cas-là, il faut les sanctionner. Le projet d'Emmanuel Macron serait de créer une qualité spécifique aux associations religieuses, une sorte de label cultuel qui conférerait de nouveaux droits et de nouvelles obligations à ces structures. Pour les pousser à former ce type d'association, l'État proposerait un panel d'éléments incitatifs. Le gouvernement travaillerait ainsi sur un mécanisme de propriété et d'administration des immeubles affectés au culte de la part des associations pour que celles-ci en tirent des revenus locatifs. À ces revenus s'ajouteraient des possibles aides de l'État pour des réparations et de la rénovation énergétique.
En disposant de ressources propres, ces organisations pourraient gagner en autonomie financière et ne plus avoir recours au financement étranger. Dans ce volet influence serait également à l'étude la possibilité donnée à l'administration de s'opposer aux apports supérieurs à 10 000 € des aides financières émanant de l'étranger. À ces éléments s'ajoutent des dispositions dites anti-putsch dont le but serait de prémunir les associations contre les prises de pouvoir des plus radicaux dans les structures ou encore le renforcement des sanctions contre les prédicateurs hostiles. Le gouvernement pourrait passer à l'action dès janvier 2019. Reste que la proximité avec les élections européennes pourrait retarder le processus législatif tant le sujet est sensible. En effet, rien ne dit que le gouvernement accordera les mêmes aides aux autres cultes que l'islam. Difficile également de savoir comment réagiront les musulmans, mais aussi les officines laïcistes comme les loges, ou encore et surtout les électeurs français dans leur majorité. Les marques menées à la baguette face à une véritable crise de confiance des consommateurs. De plus en plus d'applications se sont spécialisées dans la notation de produits. Il suffit maintenant de dégainer son smartphone pour tout savoir. Et si les marques ne pouvaient plus tricher ? C'est un peu l'ambition que poursuivent les applications de notation des biens de consommation. En à peine 6 mois, l'utilisation de ces gendarmes participatifs a gagné 10 points. Yuka, Qualito, Open Food et bien d'autres, désormais 15% des Français déclarent utiliser une application ou plusieurs lorsqu'ils font leurs courses. La majorité fonctionne grâce au code barre. Ainsi, rien de plus simple, il suffit de scanner le code comme si on le prenait en photo pour qu'une fiche du produit s'affiche. Trop de sel, trop de sucre, l'application vous le signalera et ira même parfois jusqu'à qualifier un produit de mauvais quand la composition cumule les défauts. Le système ne fonctionne pas seulement avec l'alimentation, tous les cosmétiques ou produits d'entretien passent également à l'examen. Le constat est d'ailleurs accablant, la majorité présentant des perturbateurs endocriniens dans leur composition. C'est d'ailleurs le point de départ du succès de ces applications. En effet, face aux multiplications de scandales sanitaires comme l'affaire Lactalis ou des lasagnes de cheval, mais aussi des mises en garde sur l'impact des produits de beauté contenant des perturbateurs hormonaux, les Français sont de plus en plus soucieux de ce qu'ils achètent. 70% d'entre eux déclarent par exemple ne plus faire confiance à l'industrie de la beauté. Avec l'hyperconnexion au web et les téléphones de plus en plus multitâches, les vérifications sont devenues un véritable jeu d'enfant. Mieux, l'utilisation de ces applications transforme les fastidieuses courses en une activité ludique. Mais au-delà de l'aspect informatif, l'intérêt réside également dans la pression exercée sur les industriels. En effet, face à l'impossibilité de tricher, du moins en principe, sur la composition des produits, les marques vont devoir s'adapter en éliminant peu à peu les composants qui tirent leurs notes vers le bas. Un cercle vertueux en somme. La méthode peut d'ailleurs être considérée comme d'intérêt public. Elle vient d'ailleurs pallier le cafouillage de la mise en place des logos de couleur Nutri-Score lancés par le ministère de la Santé sans grand succès pour le moment. Pour autant, un problème de taille se dresse devant l'essor de ces applications. En effet, ces dernières, malgré leur succès, n'ont pas un modèle économique rentable. Si quelques-unes se tournent peu à peu vers des modèles payants, d'autres proposent des programmes de nutrition moyennant un abonnement mensuel. Des pistes trop timides pour le moment qui poussent plusieurs patrons de ces food tech vers les levées de fonds. Une technique qui aura le mérite de mettre du beurre dans les épinards, mais qui pourrait aussi mettre un coup d'arrêt final à l'indépendance de ces applications. En effet, en cas d'entrée au capital de patrons ou d'entreprises de la grande distribution, les applications de notation pourraient alors se retrouver juges et parties. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Et 24 heures après l'effondrement de 3 immeubles mitoyens dans le centre de la cité phocéenne, le corps d'un homme a été retrouvé ce mardi matin sous les décombres. Les opérations de déblaiement donc, se sont poursuivies. Nous avons pu déblayer déjà le trottoir où, comme vous le savez, nous redoutions que 2 personnes soient ensevelies sous les décombres. Il n'y a pas de victimes sur ce trottoir, donc c'est une bonne nouvelle. En revanche, nous venons de découvrir le corps d'un homme sous les décombres, sous les gravats, donc un homme qui est décédé. Un peu plus tard dans la journée, les corps de 2 autres victimes ont été découverts. Les secours poursuivent le déblaiement pour retrouver les 5 à 8 personnes portées disparues sous les gravats.
Il est de retour. Gérard Collomb revient à la mairie de Lyon. L'ancien ministre de l'Intérieur a été élu avec 41 voix sur 73, soit moins qu'en 2014. Le scrutin a été marqué par de nombreuses abstentions et bulletins nuls. À l'issue du vote, l'opposition a pris la parole pour dénoncer le retour de l'ancien ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb avait décidé de quitter le gouvernement pour retrouver la ville dont il est à la tête depuis 2001. La Roumanie n'aime pas la contradiction. Raoul Weiss, plus connu sous le pseudonyme de Modest Schwarz, s'est vu expulsé du pays pour 5 ans alors qu'il y résidait depuis 15 ans. Une mesure rarissime. Journaliste, Raoul Weiss avait réalisé un entretien avec le président moldave Igor Dodon fin 2017. Il a également publié de nombreux articles pour notre partenaire le Visegrad Post. Dans ses productions, il dénonce régulièrement les ingérences étrangères, notamment de la galaxie Soros, dans les tentatives de déstabilisation du gouvernement roumain. Le 24 octobre, mercredi dernier, au retour d'un déplacement de travail à la Foire du Livre de Francfort, suivi d'un bref séjour en Alsace chez mes parents, j'ai voulu retourner en Roumanie, en Transylvanie à Cluj, où je suis doctorant de l'université locale. J'ai pour ça pris l'avion à Mulhouse-Bâle. Et à mon atterrissage à l'aéroport de Cluj, je me suis vu signifier par la police roumaine des frontières une interdiction d'entrée sur le territoire en vertu d'une décision qui datait du 13 septembre dernier, mais qui ne m'avait pas été communiquée précédemment. Alors évidemment, on ne peut que spéculer quant au véritable motif de cette décision, mais compte tenu du fait que l'activité la plus en rapport avec la politique que j'ai eue au cours des 2 dernières années est une activité de journaliste principalement au service du site Visegrad Post, activité dans le cadre de laquelle j'ai très souvent attiré l'attention sur les ingérences antidémocratiques de l'État profond roumain dans la vie politique roumaine. Il est relativement facile de subodorer que c'est par cette activité journalistique que j'ai pu déranger certaines fractions, certains secteurs de l'État profond roumain. Le tour de la Grande-Bretagne à la nage, c'est ce qu'a réalisé Ross Edgley. Ce Britannique de 33 ans a parcouru les 2882 km de côte en 157 jours de nage. Parti le 1er juin dernier de la station balnéaire de Margate, dans le sud-est de l'Angleterre, il a achevé son périple réalisé dans le sens des aiguilles d'une montre le 4 novembre. Un exploit sans précédent. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour. Journaliste de la radio anglaise, Jonathan Innes nous donne le pouls de l'opinion britannique sur l'immigration, ainsi que le Brexit, un point de vue éloigné de celui relayé par les médias mainstream français. L'Union européenne est pour moi une machine, entre guillemets, gouvernementale très dangereuse. Et il y a ceux qui veulent désespérément que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne, et il semble ignorer la corruption, il semble ignorer la nature dangereuse de l'Union européenne, il semble ignorer tout ça complètement. Ils ne veulent pas en parler. Ils veulent que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Et pour moi, ça, c'est une façon de penser très dangereuse et très aveugle. Et puis ce soir, c'est mardi. Retrouvez votre page histoire avec Passé-Présent. Philippe Conrad évoque l'affaire des époux Rosenberg, condamnés à mort pour espionnage sous le macartisme. Il reçoit ensuite Nicolas Klein pour revenir sur l'évolution de l'Espagne depuis la fin du franquisme. Découvrez également un nouvel épisode de La Petite Histoire. Christopher Lann nous parle cette fois de la prise d'otage de gendarmes français dans la grotte d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, le 5 mai 88. Le 5 mai 1988, l'armée française donne l'assaut de la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie où des preneurs d'otages retenaient des gendarmes français. Un épisode qui est toujours présent dans les consciences et que j'ai eu l'idée de réaborder suite au référendum qui a eu lieu récemment, mais qui a suscité et qui suscite encore aujourd'hui chez certaines personnes de nombreuses polémiques qui, comme toujours, mettent l'armée en cause. Retour donc sur une page de notre histoire récente, je crois que c'est l'épisode le plus récent historiquement que j'ai jamais eu à traiter dans La Petite Histoire. Une page d'histoire récente qui mérite d'être éclaircie et vite. Et voilà, et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.
Au mois de septembre, dans une relative indifférence, puisque seul le Midi Libre en a parlé, les éleveurs à l'est de chez nous, un certain soir, ont allumé des feux sur les collines pour protester contre les ravages du loup. Et quand vous rentriez en voiture ce soir-là, dans ce pays extrêmement désert, quand même, vous aviez des brasiers plus ou moins jaune-orange qui se répandaient dans le paysage tous les 10 km et qui venaient s'ajouter aux balises rouges des éoliennes, qui elles aussi suivent la ligne des collines pratiquement jusqu'à Albi. C'est l'occasion pour moi de préciser qu'une partie de ces éoliennes, de notre côté du paysage, 6 exactement, ne fonctionnent pratiquement jamais. Et c'est un éleveur de brebis, membre de plusieurs instances régionales, qui m'en a donné la raison, c'est qu'elles n'ont pas reçu les autorisations nécessaires, comme il est très fréquent en France. Donc non seulement c'est moche, d'une rentabilité douteuse, et ça empêche de regarder les étoiles à cause du phare rouge, mais chez nous c'est en plus immobile et donc non rentable. Encore merci messieurs. Je précise que si on veut des informations chez nous sur pratiquement tous les sujets qui nous concernent, il ne faut pas lire la presse mais connaître quelqu'un qui participe aux réunions syndicales d'éleveurs. C'est là qu'on apprend par exemple que l'EDF n'est pas très empressé pour raccorder au réseau des éoliennes parce qu'elle veut préserver le nucléaire, que plus de la moitié des installations font l'objet d'un recours, même si le nombre d'autorisations nécessaires a été réduit à un seul formulaire, et qu'il faut en général 7 ans pour que ces grandes hélices soient opérationnelles, et encore quand le vent souffle. Mais nous ne sommes pas ici pour faire un point technique sur cette question, il s'agit seulement d'illustrer que dans les deux cas, le loup et l'énergie éolienne, qu'on peut appeler spéculative, puisque ce sont pour l'instant des contrats avant tout juteux pour le promoteur, dans les deux cas, dis-je, ce sont les ruraux, les locaux, les riverains qui payent le prix moral et financier d'une aberration européenne. Et quand vous prononcez le mot d'aberration en matière d'énergie, de lobby, de loup, de solutions planétaires contre les particularismes, etc., vous n'avez qu'à dresser la tête pour apercevoir toujours dans le paysage la silhouette de Ségolène Royal. Ça me permet de caser ici une observation psychologique, laquelle est en vérité l'objet de cette chronique, c'est que l'obsession à propos des énergies renouvelables, de la COP21, du réchauffement, de la défense aveugle du loup, correspond à une attitude psychologique fréquente dans notre pays, notamment féminine et notamment socialiste, je n'y peux rien. Il s'agit d'abord de lutter contre les positions masculines, dominatrices, péremptoires, locales au sens féodal, sur la défense de territoire et de l'identité. Ségolène Royal, qui a une longue histoire de récrimination personnelle contre le pouvoir masculin, a fini par confondre tout ce qui est climato-sceptique, tout ce qui est résistance locale aux éoliennes et aux loups, avec l'axe du mal, du moins selon elle et ses semblables, pour ce genre de caractère. En effet, si vous défendez une identité contre l'invasion des éoliennes ou des loups, ou contre toute autre invasion d'ailleurs, vous êtes une sorte de fasciste hostile aux préceptes européens qui pratiquait l'exclusion et le repli. En gros, si vous dites que vous vivez très bien comme ça, on vous explique que le fait d'être content de son sort est inacceptable et qu'il faut consentir à se mettre en déséquilibre pour correspondre à des exigences venues de toujours plus loin. Pour résumer ou schématiser encore plus, pour ce genre de caractère, il convient de renoncer à sa propre quiétude pour prendre sa part d'inquiétudes étrangères de plus en plus vastes, de plus en plus lointaines. Par exemple, on va s'interroger sur le sort du loup pour qui il n'y a pas de frontières, le même raisonnement s'appliquant d'ailleurs aux migrants. On va dire que tout le monde a le droit de vivre, même les prédateurs. On va s'appuyer sur la théorie du réchauffement d'origine humaine pour écraser les puissances locales, parce que là, j'y reviens dans tous ces esprits revanchards. L'obsession est de réduire, de jeter par terre l'ordre dont on a souffert dans sa jeunesse quand on est atteint ou atteinte d'une névrose narcissique. L'ordre hiérarchique, ancestral, d'abord masculin, auquel vous agrégez vite fait les lobbies industriels, politiques, agricoles. Par conséquent, à tous les particularismes, ces gens-là veulent imposer des solutions générales qu'on appelle éco-responsables par pur esprit de revanche. On cherche à asseoir une domination avant tout personnelle sur le monde qui a ignoré votre orgueil d'adolescent. On va me dire, est-ce que vous avez des preuves? Non, mais j'ai des indices. Il suffit de voir combien notre passionnariat de l'écologie là voyage, pour combien d'argent, depuis combien de temps, avec combien de gens, au prix de combien de tonnes de kérosène, pour se douter qu'il y a un loup, comme on dit. Expression dont l'ambiguïté permet de souligner que tout ça relève à la fois dans l'ordre du psychiatre, de la Cour des comptes et de l'amicale des chasseurs. Faites passer ce sujet, merci. On le retrouve sur Campagnol TVL et sur YouTube.